Regarde bien cette maison. Est-ce qu'elle te donne envie d'habiter dedans? Il y a un beau jardin, un garage, et elle fait une bonne taille. Pourtant, je t'assure que t'as absolument pas envie d'y mettre les pieds. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte est retrouvée morte à l'intérieur. La baignoire est remplie de sang. Très vite, les policiers comprennent. Ils ne sont pas face à un crime normal. Et 4 jours plus tard, 4 nouvelles victimes. Une maman, son compagnon, son enfant et un bébé de 22 mois. Même violence, même impression que quelqu'un a complètement perdu pied. Alors le FBI dresse un profil. Un homme jeune, maigre, totalement déconnecté de la réalité. Sauf que ce qu'ils ignorent, c'est que cet homme vit à quelques mètres seulement de la première scène de crime. Ils sont déjà passés devant chez lui à maintes reprises, sans jamais s'arrêter. Et derrière cette porte se cache quelque chose de bien plus horrible que ce qu'ils imaginent. Parce que cet homme est persuadé d'une chose, son sang est en train de disparaître. Et pour survivre, il doit le remplacer. Son nom, Richard Chase. D'ailleurs, cette affaire amène une question qui dérange. Comment on a pu laisser faire ? Aux États-Unis, et pas seulement d'ailleurs, les années 50 évoquent souvent une période de liberté et de prospérité économique toute particulière. C'est dans cette Amérique d'après-guerre que Béatrice et Richard Chase accueillent leur premier enfant. C'est un petit garçon qu'ils nomment Richard, comme son père, et qui vient au monde en mai 1950 dans le comté de Santa Clara, en Californie. Le couple travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille, et personne ne manque de rien. Le bébé est adorable, les parents attentionnés. Et tout ce petit monde emménage même dans une jolie maison à Sacramento 3 ans plus tard. Voilà, profite bien, ça va pas durer. Béatrice et Richard ont enfin réussi à mettre de l'argent de côté pour s'offrir leur premier cocon, rien qu'à eux. Un endroit où ils se voient élever leur fils et passer les fêtes en famille, des années encore après qu'il ait quitté le nid. Bon, ça c'est dans les années 50 parce qu'aujourd'hui, si t'arrives à te payer un appart en face d'un kebab, t'es limite millionnaire. Pour faire comme eux, faut rentrer un peu d'argent. Et moi j'en gagne vraiment en étant posé sur mon téléphone à jouer à des jeux ou à répondre à 2-3 questions. Pareil, au début j'y croyais moyen, jusqu'à ce que je teste. Et on a tous ces moments où on dégaine notre téléphone par réflexe pour perdre 5 minutes. Au lieu que ces 5 minutes soient perdues, elles peuvent te servir à gagner de l'argent. Et ça, tu peux le faire grâce à Freecash qui est une plateforme gratuite qui te permet d'encaisser un peu en jouant à des jeux, en répondant à des sondages ou en testant des applications. Plein de trucs que tu fais déjà sans être payé dans la vie de tous les jours. Mais là, tu dois te dire, si c'est gratuit, c'est que c'est louche. Eh ben non. En fait, les développeurs ont besoin de trafic pour améliorer le classement de leur jeu mobile ou de leur application. Des entreprises ont besoin d'études de marché au travers des sondages. Alors ils engagent Freecash pour ça et Freecash te paye toi. D'ailleurs, les gens sont très contents puisque Freecash a une note de 4,7 étoiles sur 5 sur Trustpilot. C'est une meilleure note que le kebab en face de chez toi. Pour t'inscrire, c'est 2 minutes. L'interface est très simple, tu choisis une offre, un jeu mobile par exemple, et c'est parti. Par contre, très important, il faut que tu actives le suivi des apps, sinon tu vas pas accéder aux récompenses et donc à l'argent. Je choisis un jeu et hop, je passe les niveaux tranquillement affalé dans mon canapé. Freecash suit ma progression et à chaque étape débloquée, je gagne de l'argent. Surtout, le truc génial, c'est que t'as pas besoin d'attendre 10 ans pour retirer ton argent, faut juste atteindre un palier de 25 €. Ton retrait, tu peux le faire par PayPal, en carte cadeau, y compris en carte cadeau Amazon. Les paiements sont rapides, t'auras l'argent avant que le kebabier te demande salade tomate oignon. Tu peux même gagner encore plus d'argent si tu parraines tes amis et qui s'inscrivent à leur tour sur Freecash. Et maintenant, c'est encore plus intéressant pour toi parce qu'avec mon lien en description, tu as 10 € de bonus dès que tu commences ta première offre. Alors selon le pays, l'interface peut changer, mais le fonctionnement reste le même. Teste-le maintenant avec mon lien en description ou le QR code pendant que t'as encore le bonus. Donc le couple Chase est déjà bien heureux, mais ça va pas s'arrêter. L'année suivante, ils ont la surprise d'apprendre que Richard Jr. ne sera plus le seul à remplir ses murs de souvenirs. Et oui, Béatrice lui donne une petite sœur, Pamela. Bon, tout ça a l'air bien chouette, mais faut quand même pas oublier le contexte de l'époque, qui n'influence pas seulement l'économie. Tu te souviens de la loi interdisant les fessées qui a été adoptée en France en 2019 ? Et bah là, c'était carrément l'opposé. Bien souvent, le fait de secouer un peu un enfant faisait partie intégrante de l'éducation de l'époque. Faut dire que certains parents n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. D'ailleurs, chez les Chase, c'est Richard Senior qui se charge d'apprendre les bonnes manières à son fils. Par exemple, personne ne trouve rien à redire au fait qu'on le force à manger jusqu'à en vomir quand il refuse son assiette. En fait, les punitions et les cris pleuvent lorsque le garçon commet une erreur. Et à cette époque, ça veut pas dire qu'on confisque la tablette pendant 1 heure. Richard Jr. est régulièrement brutalisé par son père, qui n'hésite pas à le malmener physiquement, ou à le pousser de toutes ses forces contre le mur quand il est mécontent. Malgré ça, c'est un enfant que tout le monde apprécie à l'école, et qui a beaucoup d'amis. Il entre même chez les scouts, et devient encore plus populaire lorsqu'il intègre une ligue de baseball junior. Son père est abusif, c'est vrai,
Mais lui ne le vit pas comme une injustice. Enfin, les premières années. Parce que le père de famille finit par passer plus de temps avec son verre de bourbon qu'avec sa femme ou ses enfants, au point de devenir complètement dépendant à l'alcool. Avec cette dérive s'installent aussi les premiers problèmes d'argent, les premières grosses disputes devant les enfants, les problèmes conjugaux et, tout doucement, l'atmosphère de la maison vire à l'orage constant. Au bout d'un certain temps, Béatrice commence même à montrer quelques signes de paranoïa. Elle accuse ouvertement son mari de se droguer, d'essayer de l'empoisonner, et aussi de la tromper régulièrement avec des voisines. En vrai, faut un sacré cardio pour faire tout ça. Bon, on est d'accord sur le fait que certaines de ces accusations peuvent être vraies et fondées. Sauf que la mère de famille se convainc aussi de choses qui n'ont jamais existé. Elle en a elle-même conscience, puisqu'elle consulte un psychiatre à 2 reprises pour tenter de guérir de ses troubles émotionnels. Pourtant, elle ne parvient pas à s'enlever de la tête que son époux a tous les vices du monde, et qu'il cherche même à la tuer. Un peu fatalement, le mariage des Chase finit par prendre l'eau au bout de quelques années. Sauf que pendant qu'ils sont occupés à se faire la guerre, il y a quelque chose que Richard et Béatrice ne remarquent pas. Le comportement de leur fils a changé. Au point de finir sur une chaîne True Crime. S'ils avaient pris le temps d'y accorder un minimum d'attention, ils auraient même compris qu'il devenait plutôt inquiétant. Car à 10 ans seulement, Richard Chase Jr. se découvre un certain intérêt pour les cadavres d'animaux. Mais son attrait pour le morbide va bien plus loin que le simple fait de ramasser des dépouilles sur la route. Il franchit une première ligne rouge en frappant des chats dans le quartier, qu'il torture et met à mort. Des chats, mais pas seulement. Tout être vivant devient un objet de fascination macabre pour l'enfant, qui s'en prend à tout ce qu'il trouve, des oiseaux jusqu'aux chiens. Finalement, il finit par massacrer tous les animaux du quartier, au point où les voisins commencent à se manifester. Après ça, les tueries ralentissent, mais ne s'arrêtent jamais complètement. À 13 ans, l'adolescent se convainc qu'il est la réincarnation de Frank James, le frère du célèbre hors-la-loi Jesse James, connu pour avoir braqué des trains et des diligences avec son gang au 19e siècle. C'est aussi à cette période qu'il commence à avoir l'étrange habitude de monter le chauffage de la maison à plus de 32 degrés lorsqu'il est seul, en déambulant complètement nu. Et puisqu'on parle de chaleur, Richard Chase ne se contente pas de transformer le domicile familial en sauna. Quand l'envie lui prend, il aime aussi allumer des petits feux à droite à gauche. Et non, c'est pas ce que tu croyais. Mais ça va venir. Et puis, alors que la plupart des jeunes de son âge ont déjà passé ce cap depuis bien longtemps, il mouille encore son lit la nuit. Dit comme ça, on est d'accord que c'est franchement moins inquiétant que les tueries d'animaux en masse ou le penchant pour le feu. Mais ce fait constitue pourtant le dernier maillon d'une chaîne très particulière appelée la triade MacDonald. Cette théorie, exposée en 1963 par le psychiatre John Marshall MacDonald, suggère qu'un certain nombre de comportements observés chez un enfant seront liés à des tendances violentes à l'âge adulte. Selon lui, ces comportements sont au nombre de 3. La cruauté envers les animaux, la pyromanie et pour finir l'énurésie, soit le fait de faire encore pipi au lit au-delà d'un certain âge, égale psychopathe. Comme son nom l'indique, cette triade n'est qu'une théorie, mais elle a été largement popularisée lors d'une étude sur plusieurs tueurs en série. Et puis, sans être profiler honnêtement, qui est encore surpris en apprenant qu'un détraqué a passé son enfance à zigouiller des chatons avant de s'en prendre à des humains. En tout cas, Richard Chase cumule très clairement les 3 points de vigilance mentionnés par John MacDonald. Est-ce que ça signifie pour autant que l'adolescent est forcément sur la voie du meurtre ? On va bientôt le savoir. Même si à ce niveau, c'est plus un éléphant dans la pièce, c'est un safari. Pour le moment, il entre tout juste au lycée. Et si c'est toujours le chaos sur le plan familial, c'est un garçon qui s'intègre plutôt bien dans le cadre scolaire. Il devient même assez populaire auprès de ses camarades de classe. D'ailleurs, le fossé se creuse un peu plus entre les 2 mondes de l'adolescent. Celui de l'école, où il connaît ses premières petites aventures amoureuses et où tout le monde l'apprécie, et puis celui de la maison. Là où, une fois la porte fermée, ça devient le lieu où il peut laisser libre cours à toutes ses manies étranges et pulsions morbides. Finalement, son père finit assez logiquement par faire ses valises après des années à cohabiter avec sa femme dans une atmosphère irrespirable. Leur fils ne le montre pas, mais cette cassure de l'image parentale va profondément le perturber. À peu près à la même période, il se met en couple avec une certaine Libby Christopher, une fille qui fréquente le même lycée que lui et dont il est fou amoureux. C'est sa première relation sérieuse de sa vie, et un peu la dernière aussi, car il se rend vite compte du fait qu'il n'est pas exactement comme les autres adolescents de son âge. Ou plutôt que quelque chose ne fonctionne pas correctement chez lui. Richard souffre de troubles érectiles, donc impossible de passer aux choses sérieuses avec sa petite amie, qui en a assez et finit par le quitter au bout d'1 an. Il a beau avoir des amis, il se sent alors terriblement seul et humilié. Alors que peut-il faire ?
En parler à Richard Senior, c'est même pas une option. Le vieux est un vrai baba au rhum. En plus, je te rappelle que la communication est loin d'être le fort du père de famille. Sans compter qu'à l'époque, la question de la sexualité est encore un sujet plutôt tabou. De toute façon, leurs contacts sont devenus quasi inexistants depuis qu'il a quitté le foyer. La triste réalité, c'est que l'adolescent n'a personne vers qui se tourner pour exprimer ses craintes et son mal-être au sujet de ce dysfonctionnement. Et ce problème va prendre de plus en plus d'ampleur dans son esprit, jusqu'à devenir une vraie obsession, qui va elle-même se transformer en une psychose invraisemblable. Le fils de Richard et Béatrice devient persuadé que ses difficultés sur le plan sexuel sont liées à un manque de sang dans son organisme, et il ne trouve qu'un seul moyen d'y remédier, en consommer le plus possible. À l'image de son père, le jeune homme commence à noyer son mal-être dans l'alcool. Évidemment, au lieu de l'aider à avancer et de régler tous ses problèmes, ça ne fait qu'accentuer ses comportements dérangeants. Sauf que là, c'est aussi en présence de ses amis, devant lesquels il se met par exemple à courir en poussant des cris et des grognements de fou furieux. Il commence à s'isoler un peu plus, de son propre chef ou non d'ailleurs, parce qu'il faut dire que tout le monde se met à avoir peur de lui. Et si c'était seulement le fait de l'alcool, ça passerait encore. Mais Richard consomme aussi d'énormes quantités de LSD, de marijuana et d'amphétamine. Forcément, tout ça l'aide pas non plus à se défaire de ses anciens démons. Au contraire, s'il s'en prenait déjà aux animaux en étant sobre, imagine le résultat avec un cocktail d'acide et de bière dans les veines. D'ailleurs, il ne se contente plus seulement de les tuer pour son simple plaisir tordu. Maintenant, il le fait pour s'approvisionner en sang frais, qu'il boit quotidiennement, en pensant sincèrement que ça finira par le guérir. En 1965, il a affaire à la police pour la toute première fois, et se voit obligé d'effectuer des travaux de nettoyage communautaire après avoir été pris en possession de drogue. À partir de là, sa scolarité suit la courbe de sa santé mentale, et ne fait plus que dégringoler. Ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que Richard consent enfin à aller consulter un psychiatre. Bah oui, ça fait 4 ans qu'il boit du sancha tous les matins comme du jus d'orange et pourtant, aucun signe de gardon frétillant dans le slip à l'horizon. Bon, y a pas que ça. Il a aussi conscience que son instabilité émotionnelle est un problème dans ses relations avec les autres. Il franchit donc ce pas important avec l'espoir d'avoir des réponses à ses angoisses. Après avoir écouté son patient attentivement, l'expert parvient à une conclusion plutôt terre-à-terre, bien loin de ce dont Richard Chase est convaincu depuis toujours. Ses soucis d'ordre intime seraient liés à une profonde anxiété, ou bien une rage refoulée. D'ailleurs, pour le psychiatre, il y a fort à parier qu'il souffre aussi d'une affection mentale. Mais après tout, il n'est pas le seul, et c'est pas suffisamment grave pour nécessiter la mise en place d'un traitement. Donc il le laisse partir, en lui indiquant qu'il est juste un peu plus en colère que la moyenne, ce dont le jeune homme n'est pas du tout convaincu. En fait, ce rendez-vous n'a fait que renforcer l'idée qu'il est totalement incompris, et que tous ses problèmes ont une seule et unique cause, son sang, qui se transforme en poussière dans ses veines, et qu'il doit donc remplacer le plus souvent possible. Après cet entretien, il entre dans une période assez sombre, pendant laquelle il commence à se négliger physiquement, tant au niveau de son hygiène que de son apparence. Béatrice, sa mère, ne s'alarme pas plus que ça. D'autant plus qu'au bout de quelques mois, son fils montre des signes plutôt encourageants. Il a envie de se reprendre en main. Et pourquoi pas s'inscrire à l'American River College, l'université de Sacramento. C'est chose faite en 1972, alors qu'il a 21 ans. Le souci, c'est que cette nouvelle résolution va tenir à peine quelques mois. Ses notes sont mauvaises, son enthousiasme décline à vue d'œil. Et quand il décide de prendre une pause académique, c'est-à-dire de sécher tous les cours, l'université décide que ça a assez duré, et le renvoie purement et simplement. L'étudiant se retrouve donc livré à lui-même, sans trouver le courage de l'annoncer à ses parents qui croient que tout se passe merveilleusement bien puisque leur fils est tout à fait normal. Sauf qu'être renvoyé de l'American River College, ça veut aussi dire ne plus avoir accès à son logement étudiant. Et comme Richard n'a pas vraiment envie de dévoiler la vérité à sa mère, impossible de retourner vivre chez lui. Heureusement, il a la chance de tomber sur 2 anciennes amies de lycée qui sont touchées par son histoire. Et ça tombe bien puisqu'elles vivent en colocation et qu'il reste une chambre vacante dans l'appartement. Donc elle propose gentiment de la lui louer le temps qu'il retombe sur ses pieds. Le jeune homme n'hésite pas très longtemps. Une colocation, c'est plutôt avantageux sur le plan financier. Et le plus intéressant, c'est que ça lui permettra de faire durer son mensonge un peu plus longtemps. En plus, il n'a pas à s'inquiéter pour le paiement du loyer, car ses parents continuent de lui verser l'argent prévu pour régler les charges de son ancien logement étudiant. Richard s'installe donc chez les filles, pour leur plus grand malheur. Et bah oui, parce que c'est pas le fait d'avoir des colocataires qui va l'empêcher de continuer à se droguer. Et sa dépendance est telle que ses moments de lucidité sont quasi inexistants.
Du soir au matin, l'ancien étudiant nourrit son esprit paranoïaque en fumant de la marijuana et en avalant des cachets de LSD. Il en arrive même au point de condamner la porte de sa chambre avec des planches qu'il démonte de son placard, parce qu'il croit que quelqu'un essaie de le tuer. D'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il fabrique, mais des tas de bruits bizarres résonnent et claquent en continu derrière la porte barricadée de sa chambre, de jour comme de nuit. Seulement, c'est même pas ce qui dérange le plus les filles dans le comportement du jeune homme. Le pire, c'est l'odeur affreuse qui lui colle 24 heures sur 24 à la peau à cause de son manque d'hygiène. Une douche, c'est une perte de temps inutile. Et laver ses vêtements, à quoi ça pourrait bien lui servir? Non, la seule chose à laquelle Richard pense les rares fois où il n'est plus sous l'effet de la drogue, c'est à son prochain approvisionnement en sang frais pour survivre un peu plus longtemps. Rien d'autre ne lui vient à l'esprit, même pas le fait de s'alimenter. Résultat, il perd un poids considérable et commence à afficher une maigreur alarmante. Sauf qu'il reste aussi bien confortablement dans sa crasse et commence à sentir si fort que personne ne supporte de rester à côté de lui. Tu te demandes sûrement ce que les filles attendent pour lui dire poliment de se trouver un autre toit où dormir. Le truc, c'est qu'elles voient bien que leur ancien camarade de lycée est en train de sombrer au fond du gouffre. Il est complètement givré, il boit du sang, je te rappelle. Il a clairement plus toute sa tête, il prend plus du tout soin de lui et semble même se ficher complètement de son état de santé. Donc elle n'ose pas le mettre à la porte, de peur que les choses s'aggravent encore plus pour lui. Enfin, ça, c'est dans un premier temps. Parce que plusieurs événements simultanés vont finir par les pousser à bout. C'est toujours à l'occasion de soirées organisées à l'appartement que leur colocataire dérangeant choisit de s'illustrer. La première fois, alors que les filles ont invité quelques amis chez elles, Richard sort de sa chambre totalement nu, et aussi crade qu'à son habitude, puis vient tranquillement s'asseoir sur le canapé entre deux invités. Je comprends pas, personne dit jamais rien quand c'est un plateau de fromage. À d'autres occasions, dans le même contexte, il s'allonge en plein milieu du salon et se met à gémir et à faire des bruits étranges. Mais le plus inquiétant reste sans doute la fois où il a passé toute une nuit avec une arme à feu à la fenêtre, en menaçant les passants qui avaient le malheur de se promener dans le quartier. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau pour les filles. Elles qui pensaient juste tendre la main à une connaissance du lycée n'auraient jamais imaginé qu'il ferait de leur quotidien un véritable enfer, au point où elles en arrivent même à craindre pour leur vie. En même temps, qui serait rassuré de voir un homme comme Richard Chase agiter un pistolet? Terrorisés, les deux amis finissent par prendre leur courage à deux mains et à demander au jeune homme de quitter les lieux. Mais sa réponse est sans appel. C'est un non. Ah, là ça se complique. Les filles savent que l'homme qu'elles ont en face d'elles est dangereux et susceptible d'avoir une réaction violente. Il est constamment sous l'emprise de la drogue, incohérent, déconnecté de la réalité, paranoïaque, et il est surtout en possession d'une arme. Une confrontation avec ce genre d'individu, ça donne rarement quelque chose de positif. Sauf pour ceux qui racontent des affaires criminelles, évidemment. Donc les filles décident de jouer la carte de la sécurité et de faire elles-mêmes leur valise pour ne pas le contrarier. Je sais, là tu te demandes pourquoi elles l'ont tout simplement pas forcé à partir plutôt que de céder. Le problème, c'est qu'après plusieurs semaines à se lever et se coucher la peur au ventre, elles ne pensaient plus qu'à une chose: se mettre en sécurité, peu importe qui a tort ou a raison. L'ex-colocataire se retrouve donc complètement seul et libre de faire tout ce qu'il veut. Mais pas pour très longtemps. Et oui, le frère de l'une des filles décide à son tour de prendre ses quartiers dans l'appartement. Après tout, la place est libre maintenant. Oui, sauf que sa sœur a oublié de lui donner quelques informations là, non? Parce qu'on est d'accord, n'importe quelle personne sensée prendrait ses jambes à son cou en entendant quel genre d'individu est Richard Chase. Et ça loupe pas, le cauchemar se répète très vite avec ce nouveau coloc. Seulement, cette fois-ci, le jeune homme qui vient de s'installer ne se laisse pas démonter et parvient à mettre Richard à la porte. Cette situation inattendue place ce dernier au pied du mur. Incapable de trouver un nouveau logement, il n'a plus d'autre choix que de revenir vivre chez sa mère à Sacramento. Forcément, il se voit aussi contraint de révéler à ses parents qu'il a été renvoyé de l'université. Même si l'annonce est assez dure à encaisser pour le couple qui vit toujours séparément, il n'en reste pas moins que Richard et leur enfant. Ils n'ont pas d'autre choix que de lui venir en aide. Simplement, la cohabitation entre Béatrice et son fils tourne vite au vinaigre. Richard ne pense pas une seule seconde à chercher un travail et passe son temps à ne rien faire d'autre que de se droguer. À quoi bon chercher du boulot, puisque ses parents subviennent à tous ses besoins? Il a un toit sur la tête, il a un lit douillet où dormir, un distributeur de billets à disposition et 3 repas par jour. Des repas qu'il observe d'ailleurs d'un œil suspicieux, car son esprit délirant est à présent convaincu que sa mère tente de l'empoisonner et d'infiltrer ses pensées. Alors, bien souvent, il ne mange pas, et part s'enfermer dans sa chambre où il reste des heures à décorer les murs en découpant des images de cœurs humains dans des livres d'anatomie.
Plus les jours passent, plus sa schizophrénie et son état paranoïaque s'aggravent. En même temps, comment ça pourrait aller mieux quand on prend du LSD en guise de traitement médical ? C'est comme se faire opérer par un ours. Malheureusement, il semble que sa mère, avec qui il vit au quotidien, ne se rend compte de rien, à moins qu'elle refuse simplement d'admettre l'évidence. En tout cas, elle est toujours présente lorsqu'il s'agit de le sortir des galères dans lesquelles il se met, comme lorsqu'il cumule plus de 500 $ d'amende de stationnement, et qu'elle se contente de les payer sans rien dire. Ou comme cette autre fois, quand il décide, sur un coup de tête, de partir en road trip de 15 jours avec les 2 chiens de la famille. La petite escapade se termine avec une peine de prison pour diverses infractions au code de la route, une voiture à la fourrière et les chiens placés dans un refuge. Quand il est parti avec les chiens, j'ai cru qu'il allait en faire des cocktails. Mais bon, évidemment, c'est à Béatrice de se démener pour faire sortir son fils de cellule, mais aussi récupérer les animaux et la voiture. Seulement, même une fois incarcéré, Richard n'est jamais diagnostiqué ou pris en charge sur le plan médical. De retour chez lui, il répète même en boucle que la police l'a empoisonné et qu'il est maintenant gravement malade. D'après lui, son cœur cesse parfois de battre et son estomac a changé de position. En proie à des psychoses de plus en plus sévères, il commence à entrer dans des sortes de crises durant lesquelles il se tape brutalement les pieds contre les murs. Les disputes avec Béatrice deviennent elles aussi de plus en plus fréquentes. Et surtout de plus en plus violentes, vu qu'il n'hésite pas à frapper sa mère à la tête avec le téléphone lorsqu'elle tente d'appeler la police à l'aide. À partir de cet instant, Richard enchaîne les allers-retours entre les domiciles de son père et de sa mère. Les deux se le renvoient comme une balle de tennis à chaque fois qu'ils n'en peuvent plus. On finit carrément par appeler la grand-mère maternelle à l'aide. Celle-ci accepte de s'occuper de son petit-fils pendant quelques temps, et parvient même à lui décrocher un emploi de chauffeur de bus scolaire pour enfants déficients. Bon, tu l'as deviné, Richard ne garde pas cet emploi très longtemps. Pire, ses symptômes prennent encore plus d'ampleur. Mais là encore, on se dit qu'il est juste un peu dérangé, un peu particulier. Pourtant, il continue à consommer du sang d'animaux en secret. Il pense que la maladie qu'il a contractée lorsqu'il a été empoisonné par la police se diffuse à présent dans ses jambes. Et le fait est qu'il a l'air réellement malade. Il est extrêmement pâle, d'une maigreur préoccupante, les yeux cernés et les joues creusées. Mais c'est plus à mettre sur le compte de la drogue et de ses activités nocturnes que d'une quelconque tentative de meurtre par les forces de l'ordre. Seulement lui ne joue pas de rôle et ne cherche pas à attirer l'attention de qui que ce soit. Il croit réellement à tous ces symptômes qui mettent sa vie en danger. D'ailleurs, il ne se contente pas de consommer du sang pour essayer de guérir. La nuit, il dort avec une serviette pleine de morceaux d'orange autour de la tête. Il pense que de cette façon, les nutriments pourront s'infiltrer à travers son crâne et combler sa carence en vitamines. Au lit, la grand-mère se demande bien pourquoi son petit-fils dort sur des tranches d'orange. Bon, en soi, ça n'a rien de dangereux, c'est juste un peu bizarre. Là où ça devient un peu plus inquiétant, c'est quand elle le surprend en train de tenir une conversation avec une personne imaginaire, seul dans sa chambre. Et comme c'est arrivé lorsqu'il avait fait fuir ses colocataires, la ligne rouge est franchie quand il décide de s'offrir un pistolet de calibre 22. À 23 ans, voilà une nouvelle fois Richard renvoyé chez sa mère, qui sait plus quoi faire de ce fils dont tout le monde a peur. Parce que oui, les habitudes bizarres et les comportements totalement incompréhensibles du jeune homme terrorisent littéralement tout son entourage. Il vit dans l'angoisse du jour où un drame pourrait finir par arriver. Et pourtant, personne ne juge utile de s'occuper de sa santé mentale. Forcément, on peut pas s'attendre à ce qu'il se comporte normalement du jour au lendemain. En toute logique, c'est même le contraire qui est en train de se produire. Et ça, Béatrice va quand même finir par s'en rendre compte. Alors qu'il vient de réemménager chez elle, son fils continue à répéter qu'il est gravement malade, que son cœur s'arrête de battre et que son sang sèche à l'intérieur de son corps. Il la supplie de l'emmener chez un médecin. Mais à chaque fois, celle-ci refuse de céder à ses délires paranoïaques. Alors Richard finit par composer lui-même le numéro des secours, ce qui est d'ailleurs la chose la plus sensée qu'il ait faite jusqu'à présent. Les pompiers arrivent en quelques minutes à peine chez Béatrice, face à la quadragénaire médusée. Ils déclarent qu'ils sont là pour prendre en charge un homme victime d'une crise cardiaque. Sauf que l'homme en question, c'est Richard Chase, et qu'hormis son physique extrêmement maigre et sale, il est bien debout sur ses 2 jambes. Et en plus, il a l'air d'aller parfaitement bien. Vérification faite, il s'avère que son cœur est en excellente santé. L'équipe de secours repart, avec l'impression amère d'avoir eu droit à une mauvaise blague. Mais Béatrice connaît son fils. Elle sait qu'il croit sincèrement être sur le point de mourir. Et elle se dit enfin qu'il est peut-être temps de le faire hospitaliser. Donc il est admis en centre hospitalier le 1er décembre 1973. Autant dire qu'il est plus que soulagé de pouvoir enfin parler à un médecin.
et qu'il va donc s'empresser de lui dresser la liste de ses problèmes. Rupture d'anévrisme, cœur à l'arrêt, sang en quantité insuffisante dans le corps, rein dysfonctionnel, hernie. À ce stade, on parle normalement d'un patient qui est déjà mort. Mais encore une fois, Richard est tout sauf un fantôme. Le médecin qui l'examine comprend donc assez vite qu'il a bien affaire à un patient malade, mais pas sur le plan physique. Il est atteint de schizophrénie paranoïde aiguë chronique. Autrement dit, une forme de schizophrénie où dominent des délires de persécution, des hallucinations et des croyances en totale opposition avec la réalité. Si elle est décrite comme aiguë et chronique à la fois, c'est parce que les symptômes apparaissent d'une façon brutale et intense. Et surtout, ils évoluent sur plusieurs années. Bon, maintenant qu'il est diagnostiqué, on peut espérer qu'il sera enfin pris en charge dans un centre de soins, non? Eh ben, pas vraiment. Il est bien transféré au service psychiatrique de l'hôpital, mais n'est pas placé sous surveillance, car on estime qu'il ne représente aucun danger. Du coup, à la première occasion, il se fait la belle et rentre chez lui. Au lieu de le ramener, comme n'importe quel parent l'aurait sans doute fait, Béatrice commet l'erreur de garder son fils à la maison, sans le moindre soin, prétextant que quelqu'un lui a certainement causé du tort à l'hôpital, et qu'il est mieux ici avec elle. Au cours des années suivantes, le même manège se poursuit encore et encore, entre crises de psychose et violences répétées. Richard continue de croire que sa mère tente de l'empoisonner et de contrôler son esprit, alors que c'est lui qui verse du liquide vaisselle dans le lait du petit déjeuner. Et personne n'est à l'abri dans la maison qu'occupent Béatrice et son fils, surtout pas les deux chiens, qu'il s'amuse à torturer à la moindre occasion. La mère de famille n'en peut plus. Richard Senior, son ex-mari, est aussi à bout de cette situation, même s'il ne vit pas sous leur toit. Mais dans ce cas, que faire? Ça serait peut-être pas une mauvaise idée de le faire interner et lui permettre de recevoir un traitement approprié, pas vrai? Malheureusement, c'est pas l'avis des parents de Richard Chase, qui conviennent ensemble d'une bien meilleure solution. Trouver un appartement dans la banlieue de Sacramento, le jeter dedans, et prier très fort pour qu'il ne s'en prenne jamais à personne. Sauf que cette décision va sceller de nombreux destins, et de l'une des pires façons qui soit. Toutes les charges du nouveau logement de Richard sont payées. Par contre, les parents n'ont embauché ni cuisinière ni femme de ménage pour entretenir les lieux. Je te laisse donc imaginer l'état dans lequel se trouve l'appartement quelques semaines après que Richard ait pris possession des lieux. À côté, une décharge, c'est stérile. En fait, son père et sa mère aimeraient qu'il réussisse à devenir enfin autonome. Mais c'est sans tenir compte de son état mental. Parce qu'une fois complètement seul, il n'a plus la moindre raison de se cacher. Il peut laisser libre cours à ses envies nourries par ses plus vieux délires. La consommation de sang. Une chose que ses parents ignorent encore. Parce que dans le cas contraire, ils n'auraient certainement pas choisi un logement situé à seulement quelques kilomètres d'un élevage de lapins. Mais pour leur fils, par contre, c'est le Graal. Donc il sort quotidiennement à la tombée de la nuit pour aller se servir à la ferme et ramener 1 ou 2 lapins chez lui. Son logement, dans lequel personne ne met jamais les pieds, est rempli de cages vides ou pleines, de carcasses et d'excréments. La plupart du temps, il met l'animal à mort et se sert directement dans sa dépouille encore tiède. Il possède aussi un vieux mixeur sur lequel les vieilles traces de sang et la crasse s'accumulent, et dont il se sert pour se concocter des smoothies d'organes crus mélangés à du Coca-Cola. Sauf que pour lui, c'est pas suffisant. Une trop grande quantité de sang est gaspillée lors de ces manipulations. Alors il commence à s'en injecter directement dans les veines pour se soigner. Sauf que le corps humain est pas vraiment fait pour fonctionner avec du sang de lapin. C'est même carrément mortel. Ça coûte pratiquement la vie à Richard, que son père retrouve un jour à moitié mort dans son canapé. Sans nouvelles de son fils depuis un bon bout de temps, celui-ci s'inquiète et finit par rentrer dans l'appartement. Il n'existe probablement pas de mots assez forts pour décrire l'odeur immonde qui règne à l'intérieur et l'état impropre dans lequel il se trouve. En tout cas, Richard Senior est directement témoin de ce qui s'y passe, et ça devrait le faire réagir. Oui, mais non. Si son fils veut se nourrir exclusivement de lapins, grand bien lui fasse. Il ne voit pas où est le problème, puisqu'il n'est pas au courant de ces histoires de transfusion sanguine. Ah oui, et pour ce qui est d'être passé à 2 doigts de claquer, le jeune homme s'explique face au médecin de l'hôpital en déclarant qu'il a juste mangé un lapin avarié. D'après lui, cet animal en particulier avait avalé de l'acide de batterie. Et c'est cet acide qui a rongé les parois de son propre estomac lorsqu'il l'a consommé à son tour. Un discours qui lui vaut tout naturellement une nouvelle entrée en service psychiatrique. Le 19 mai 1976, il est même transféré dans un établissement spécialisé pour les cas les plus difficiles et est à nouveau diagnostiqué comme schizophrène paranoïde. Mais il ne se fait pas à l'avis de la clinique, et les antipsychotiques prescrits ne semblent pas efficaces. Pire, il continue à consommer des animaux au sein même de l'établissement, le plus souvent des oiseaux qu'il tue dans sa chambre, ce qui lui vaut rapidement le surnom de Dracula. Le personnel soignant a tellement peur de lui
que plusieurs d'entre eux démissionnent dans les semaines suivant son admission. Mais surprise, au bout de quelques mois, le médecin note une très nette amélioration de son état du jour au lendemain. Donc il l'autorise à sortir, en étant placé sous la tutelle de ses parents. Tout ça contre l'avis général des infirmières, qui montent au créneau pour empêcher qu'il ne soit relâché dans la nature. D'après elles, le patient représente un vrai danger pour la société. Mais la vraie raison de cette décision ahurissante se situe ailleurs. L'établissement est surpeuplé. Pour récupérer de nouveaux lits, le directeur de la clinique signe donc l'autorisation de sortie. Il y a quand même un point positif dans toute cette histoire, c'est que Richard Chase a maintenant un traitement à prendre quotidiennement. Traitement qui est censé espacer ses crises psychotiques. Et effectivement, quand il se réinstalle dans son appartement, autrefois jonché de cadavres de lapins, il est nettement moins agressif et délirant. Il semble presque redevenu normal, à un détail près. Ses médicaments le rendent léthargique. Mais bon, vaut mieux qu'il soit un peu mou, ce qu'il est déjà de toute façon, plutôt qu'il continue à massacrer les animaux de la ferme voisine. Seulement, pour sa mère Béatrice, c'est bien plus inquiétant que ça. Depuis qu'il prend consciencieusement ses pilules, elle trouve que son fils ressemble à un zombie. Elle décide donc seule, sans le moindre avis médical, de stopper le traitement de Richard. Béatrice mène des expériences sur son fils. Je vois pas d'autre explication. Toujours est-il qu'à peine quelques semaines plus tard, il se plaint d'avoir un caillot de sang dans le cerveau. Puis confie à sa mère qu'il est entouré d'aliens et qu'une organisation nazie secrète le traque depuis l'enfance et cherche à le tuer. Puis ce sont ses pulsions les plus morbides qui réapparaissent. Les premières victimes sont les pauvres chiens de la famille, qu'il tue au cours de l'été 1977. Un peu plus tard, il abat le chat de sa mère d'une balle dans la tête, devant la porte d'entrée de la maison. Au moment où elle entend le coup de feu, Béatrice se rue à l'extérieur. Trop tard, le félin a le ventre ouvert, et son fils est en train de plonger la main dans ses entrailles fumantes pour se badigeonner le visage de son sang. Horrifiée, Béatrice hurle de toutes ses forces, et puis elle referme la porte, parce que c'est trop pour elle, même si elle est un peu responsable de tout ce qui arrive. Comme à son habitude, Richard n'est pas inquiété de quoi que ce soit. Personne n'est prévenu, et aucune mesure n'est prise pour le protéger à la fois lui-même, ainsi que les animaux ou les personnes susceptibles d'être victimes d'une de ces psychoses. Il commence même à se promener un peu hagard dans le hall de son immeuble, la bouche grande ouverte, un pied traînant, son fusil à la main. Mais le port d'armes à feu n'est pas interdit. Tout ce que le concierge peut faire, c'est demander gentiment à ce locataire étrange de couvrir son fusil avec une couverture quand il déambule de cette façon. Ce qu'il accepte de faire. C'est sûr, c'est moins dangereux comme ça. Mais quand il n'est pas complètement déconnecté de la réalité, ce sont aussi des dizaines de chiens et de chats que les voisins voient passer la porte de son appartement, pour ne plus jamais en ressortir. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'il part dans la réserve de Walker River au Nevada avec l'un de ses chiens achetés à la SPA locale, et que les agents du Bureau des Affaires indiennes découvrent un seau rempli de sang dans sa voiture. Son besoin de consommation commence à s'accentuer très dangereusement au cours de cette année-là. Pourtant, c'est un événement complètement anodin qui va définitivement le faire basculer dans l'horreur. Car à 27 ans et malgré l'aggravation de sa schizophrénie, Richard n'attend qu'une chose, passer du temps avec sa sœur, ses parents et sa grand-mère pour les fêtes de fin d'année. Sauf qu'il a oublié un peu vite qu'il a abattu les chiens et le chat de la famille l'été dernier, et que personne n'a franchement envie de le revoir. À sa grande surprise, il est donc classé sur la liste des indésirables quelques jours avant Noël. Il supplie sa famille de le laisser venir. En vain, il a été trop loin. Ce dont ses proches ne se doutent pas, c'est que ce rejet va avoir un effet aux conséquences dévastatrices. Le 26 décembre, il achète une boîte de munitions pour son pistolet de calibre 22. 3 jours plus tard, il conduit sans but dans la banlieue de Sacramento, son arme chargée sur le siège passager. À cet instant, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte à ses yeux. Tuer pour évacuer sa colère. Peu importe qui, où et comment. Il sent cette obsession monter en lui et lui brûler les mains. Justement, il croise la route d'un enfant à vélo qui s'arrête pour le laisser passer. Richard baisse la vitre, saisit aussitôt son arme et tire sans hésiter sur le garçon de 12 ans. Par miracle, la balle rate sa cible et fait éclater une fenêtre du magasin située juste derrière lui. Le tireur repart en trombe au volant de sa Pontiac, mais pas parce qu'il vient de réaliser qu'il était sur le point de faire quelque chose d'irréparable, parce qu'il lui faut une autre cible, une autre victime qu'il se jure de ne pas rater cette fois-ci. Et c'est ce qui se passe quelques minutes plus tard, lorsqu'il aperçoit un couple en train de décharger les courses de la voiture devant leur maison. Richard les observe pendant un court instant, puis le moment tant attendu arrive enfin.
La femme rentre chez elle pendant que son mari attrape les derniers sacs dans le coffre, seul. Plusieurs coups de feu retentissent brusquement dans le calme de la rue. L'homme visé tombe raide mort, foudroyé par les tirs. Il avait 51 ans et s'appelait Ambrose Griffin. Ce premier meurtre va devenir un vrai casse-tête à résoudre pour le bureau du shérif du comté de Sacramento. Aucun voisin n'a vu le tireur, ni même remarqué quoi que ce soit de louche dans les détonations. Donc on n'a pas la moindre idée du profil du suspect. D'autant que, dans l'entourage d'Ambrose, personne n'est capable de lui trouver le moindre ennemi. Le quinquagénaire, ingénieur au Bureau fédéral de gestion des territoires, était facile à vivre, gentil et amical en plus d'être apprécié de tous ses collègues. Alors, cette enquête de proximité donne tout de suite l'impression que l'assassin a agi de façon complètement aléatoire. Et pour cause, le responsable de ce crime affreux ne connaît même pas le nom de sa première victime. Ce qu'il sait en revanche, c'est que le fait de tuer un inconnu lui a procuré une sensation de plaisir et de satisfaction qu'il n'imaginait pas être possible. C'est aussi une sorte de déclencheur pour lui, puisqu'il vient de découvrir que cette pulsion l'appelait déjà depuis très longtemps. À ces psychoses de plus en plus prononcées, s'ajoute maintenant un sentiment de toute puissance porté par le frisson du meurtre qu'il a commis. Et il prend un plaisir jouissif à revivre cette exécution à travers les quelques lignes du journal local qu'il lit et relit en boucle. Tout ça tranquillement à l'abri derrière la porte close de son logement. Richard Chase se sent invincible, toujours poursuivi par des nazis et des aliens qui cherchent à aspirer tout son sang, mais invincible quand même. Après la mort d'Ambrose Griffin, une vague de terreur s'empare du quartier proche du complexe où il vit. Et oui, c'est à présent à ses voisins qu'il s'en prend, car en tant que tueur désorganisé, il ne planifie pas ses crimes à l'avance. Il ne réfléchit pas non plus à tout ce qu'il devrait éviter de faire ou de mettre en œuvre pour tromper les forces de l'ordre. Il frappe juste selon son envie. Et son envie du moment, c'est d'entrer par effraction dans plusieurs maisons du quartier pour mettre le feu aux rideaux, ou pénétrer dans une chambre d'enfant pour déféquer sur le lit et uriner dans le tiroir de la commode. Le pire, c'est qu'à chaque fois, le chieur fou parvient à s'enfuir avant que les pompiers ou la police n'arrivent sur les lieux. Ces actes, il les commet seulement en réponse à sa paranoïa, qui lui murmure que tous ces gens l'espionnent et qu'il ne doit pas les laisser faire. Sa principale préoccupation, elle, reste encore et toujours la même. Il a besoin de sang. Sauf qu'il a compris la leçon avec les lapins. C'est du sang humain qu'il lui faut. Justement, c'est ce qui le pousse à sortir de chez lui le 23 janvier 1978, 15 jours après avoir abattu gratuitement Ambrose Griffin. Obsédé par l'imminence de son prochain meurtre, Richard Chase marche jusqu'à arriver dans le petit quartier modeste de Tioga Way, situé à 2 pas de chez lui. Là, il repère une petite maison devant laquelle est stationnée une camionnette bleue. Son regard se fige. Une voiture dans l'allée. Ça veut dire que quelqu'un est sûrement présent au domicile. Le triste jeu du hasard veut que cette maison soit celle de Teresa Wallin, une jeune femme de 22 ans, enceinte de 3 mois. C'est celle-ci que choisit le tueur. Il approche de l'habitation, dégaine son pistolet de calibre 22 et monte les quelques marches menant à la porte d'entrée. Juste avant, il dépose une balle dans la boîte aux lettres. Ses doigts frêles et sales s'enroulent doucement autour de la poignée. La porte n'est pas verrouillée. Dans son esprit dérangé, ça équivaut un peu à un bienvenu peint en grosses lettres sur le battant. Il franchit donc le seuil et tombe nez à nez avec la femme qui s'apprêtait à sortir les poubelles. Le tueur referme la porte derrière lui d'un coup sec. La future maman, surprise et même complètement effrayée par cette intrusion, lève aussitôt les mains en apercevant l'arme pointée dans sa direction. Quoi que veuille cet homme, elle n'a qu'une seule pensée en tête, sauver la vie de son bébé. Pourtant, c'est incompatible avec la folie de Richard Chase, qui est ici pour quelque chose de très spécial, son sang. Il fait feu à 2 reprises sur la future mère, avant même qu'elle n'ait le temps de le supplier. La première balle lui traverse la paume de la main droite, tandis que l'autre se loge dans sa joue et lui brise la mâchoire. Teresa s'effondre au sol. Elle est achevée quelques secondes plus tard d'une 3e balle, tirée à bout portant dans la tête. Après quelques minutes passées à observer avec délectation le corps inerte de sa nouvelle victime, Richard Chase abuse d'elle. Puis il traîne Teresa dans l'une des chambres de la maison, la poignarde à plusieurs reprises et l'éventre, avant de la vider de tous ses organes internes pour les disposer autour de son cadavre. C'est alors qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre une énorme quantité de sang en procédant de cette façon. Du sang qui est en train de recouvrir le sol et qu'il ne pourra plus consommer. Donc il part à la recherche d'un ustensile dans la cuisine et trouve exactement ce qu'il lui faut. Un pot de yaourt vide et une cuillère. Avec ces 2 objets, il ramasse et boit autant de sang que possible. Après quoi, il s'arme d'un seau. Il remplit la baignoire avec ce qu'il n'a pas pu consommer et s'octroie un moment de détente en se prélassant dans ce bain ensanglanté.
Pour finir, il sort de la maison, ramasse les premiers excréments de chien qu'il trouve dans la rue et retourne chez Teresa pour les lui enfoncer dans la bouche. Cette fois-ci, le vampire de Sacramento en a bel et bien terminé avec la jeune femme. Et s'il a eu tout le temps d'exercer chacune de ses perversions sans être surpris ou stoppé, c'est seulement parce que ce jour-là, David Wallin, le mari de Teresa, a eu le malheur de tomber en panne sur la route en rentrant du travail, ce qui l'a retardé de plusieurs heures. C'est donc sur un coup de chance monumental que Richard quitte tranquillement les lieux de son crime abominable et rentre chez lui. Comme il fallait s'y attendre, le massacre de la jeune femme enceinte de 3 mois fait l'effet d'un véritable séisme à Sacramento. D'autant qu'il a lieu une dizaine de jours seulement après l'assassinat choquant d'Ambrose Griffin devant chez lui. Et tout ça dans un contexte déjà tendu de viols en série commis depuis 1 mois dans le même secteur. Du coup, la police tente de relier l'agression sexuelle de Teresa aux actes commis par le pervers. Se pourrait-il que ce soit la même personne ? Qu'un détraqué sexuel ait fini par perdre tout contrôle et commettre un premier meurtre ? Même si l'idée paraît intéressante, en réalité, c'est peu probable. Ce que le tueur a fait subir à la jeune femme dénote clairement des agressions commises sur les autres victimes. En plus, la scène de crime qui n'est rien d'autre qu'une boucherie et la baignoire de sang dans laquelle l'auteur s'est plongé induisent forcément une forte composante psychotique, ce qui correspond plutôt à un individu malade sur le plan mental et gravement déconnecté de la réalité. Et puis, tout comme Ambrose, Teresa a tout l'air d'avoir été choisie au hasard. Donc le bureau du shérif écarte assez vite l'hypothèse d'un seul et même suspect, pour se concentrer plutôt sur ces 2 affaires. Ce qui est rassurant, c'est que le profil qu'il dresse à propos du tueur est parfaitement juste. C'est même la description exacte de Richard Chase. Par contre, ce qui est un peu moins positif, c'est qu'il se trouve presque immédiatement dans une impasse. Aucun lien avec la victime, pas de mobile clair, aucune logique criminelle et très peu d'indices exploitables. C'est précisément grâce à cette paralysie dans l'enquête que le meurtrier va avoir le temps de tuer à nouveau. Et il va se déchaîner. Tandis que les forces de l'ordre ont toutes les peines du monde à identifier le coupable du double meurtre de Sacramento, ce dernier passe les jours suivants à feuilleter tous les journaux locaux à la recherche d'articles traitant de ces crimes. Il frappe même aux portes du quartier voisin pour demander aux gens s'ils n'auraient pas la gentillesse de lui prêter des magazines récents, en espérant lire quelque chose de nouveau au sujet de ses victimes. Et quand il n'est pas obsédé par le fait de revivre ces instants en boucle, il ne songe encore et toujours qu'à trouver du sang. Il épluche donc les petites annonces, et il achète, adopte ou même vole plusieurs chiots qu'il abat la plupart du temps d'une balle dans la tête avant de consommer leurs organes. Il parle aussi 1 fois ou 2 avec sa mère au téléphone, avec qui il renoue lentement. Certes, elle est un peu désespérée de l'entendre encore raconter les mêmes histoires d'ovnis, mais elle trouve aussi que son fils a l'air plus heureux ces derniers temps. Et ça la conforte dans l'idée qu'elle a bien agi en lui retirant ses médicaments. Ouais. Sauf que bien sûr, la réalité c'est que celui dont elle n'a jamais voulu accepter les troubles mentaux s'est rendu coupable de 2 meurtres abominables en moins de 15 jours. Et qu'il est sur le point de commettre un nouveau fait d'une atrocité inimaginable. 4 jours seulement après le meurtre de Teresa, il repart en chasse à proximité de son immeuble et s'arrête devant un joli pavillon. À l'intérieur vit Evelyne Mirotte, une jolie jeune femme de 36 ans, plutôt populaire dans le quartier. Mère célibataire de 2 petits garçons, Evelyne parvient avec brio à jongler entre ses responsabilités parentales et une vie sociale et professionnelle active. Mais elle n'est pas la seule à maintenir cet équilibre fragile et solide à la fois, puisqu'elle partage sa vie avec un nouveau compagnon, Danny Meredith. Elle a aussi le bonheur d'habiter juste en face de chez sa meilleure amie, Naomi Grandgarde. Celle-ci vient justement d'inviter Jason, le plus jeune fils d'Evelyne, à passer l'après-midi avec ses propres enfants. Ils iront dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada. L'idée plaît à tout le monde, mais il y a un petit hic. Jason a besoin d'une paire de raquettes. Donc la maman envoie son petit garçon et son conjoint dans un magasin d'articles de sport du coin, pour qu'ils puissent s'équiper avant sa petite excursion de l'après-midi. Ce qu'elle ignore, c'est que quelqu'un guette le départ du duo, attendant le moment parfait pour entrer dans la maison. Dès que le véhicule conduit par Danny tourne au coin de la rue, Richard Chase s'introduit dans le domicile d'Evelyne. Il l'abat froidement avec son calibre 22 alors qu'elle se trouve dans son bain, avant même qu'elle n'ait le temps de prononcer le moindre mot. Sauf que la jeune femme n'est pas seule chez elle ce jour-là. Même si son fils aîné âgé de 13 ans est à l'école et que Jason et Danny se sont absentés, elle garde son neveu de 22 mois, David. Le bébé est à présent à la merci du tueur fou. Mais un bruit attire brusquement l'attention de celui-ci dans l'entrée.
c'est le compagnon d'Evelyn, qui revient déjà du magasin avec Jason. Évidemment, il ne se doute pas une seule seconde du fait qu'un intrus se tient à quelques mètres de lui. L'effet de surprise joue en faveur de Richard Chase, qui tire 2 balles dans le crâne de Danny Meredith à bout portant, le tuant sur le coup. Témoin du meurtre, Jason tente de prendre la fuite, mais est rattrapé par son agresseur et abattu à son tour. La maison d'ordinaire si joyeuse et bruyante d'Evelyn Mirotte s'est transformée en une scène de carnage, en quelques secondes seulement. De tous ses occupants, un seul est alors encore en vie, le petit David. Richard s'approche lentement de l'enfant dans son lit. Il saisit le long couteau qu'il a emmené dans le but de découper ses victimes et le poignarde à mort. Après quoi, il commet un acte d'une horreur sans nom, en lui ouvrant l'arrière du crâne pour avaler une partie de sa matière cérébrale. Une fois que les 4 membres de la famille Mirotte ont tous rendu leur dernier souffle, il remonte à l'étage où gît la dépouille d'Evelyn. Il abuse de son cadavre avec le même couteau utilisé pour ôter la vie de son neveu. Puis il l'éventre du sternum jusqu'à la hanche. Enfin, exactement comme il l'a fait avec Teresa, la dépouille de ses organes internes avec application pour les consommer sur place. Richard Chase prend aussi un malin plaisir à s'amuser avec les intestins d'Evelyn, ainsi que l'un de ses yeux qu'il sort de sa cavité oculaire. Il prend le temps de savourer ces instants. Il en profite jusqu'à ce qu'un nouveau bruit retentisse au rez-de-chaussée. Quelqu'un vient de frapper à la porte. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es couvert de sang de la tête aux pieds parce que tu viens de massacrer 4 personnes? Tu vas ouvrir, bien sûr. En tout cas, c'est ce que veut la logique du monde complètement irréel de Richard Chase. Face à lui, une petite fille du quartier qu'Evelyn devait garder pour l'après-midi. La petite pousse un hurlement de terreur et l'assassin panique. Il vole les clés de la voiture de Danny laissée dans l'entrée. Il court dans la chambre du bébé pour emporter son corps avec lui et saute dans le break rouge garé dans l'allée pour prendre la fuite. Terrorisée, la petite rentre chez elle en courant et raconte immédiatement à ses parents l'horrible rencontre qu'elle vient de faire. Pour la toute première fois, le FBI qui s'est saisi de l'affaire a enfin une description détaillée du tueur sadique qui sévit depuis 15 jours dans la banlieue de Sacramento. Un homme blanc, aux cheveux bruns, qui doit avoir une vingtaine d'années, grand et apparemment très maigre. Mais il est encore loin de se trouver entre leurs mains, car à quelques pâtés de maison de là, leur homme est bien à l'abri entre les murs de son appartement, en train de découper le cadavre du petit David Ferreira, afin de se servir un smoothie avec ses organes. À présent qu'il a récupéré tout ce qu'il voulait sur le corps de l'enfant, il place sa tête ainsi que ses restes démembrés dans un carton, qu'il abandonne un peu plus tard près d'une église. De leur côté, les forces de l'ordre avancent à pas de géant dès les premières heures de l'enquête. Les inspecteurs viennent de lier formellement les meurtres de Teresa à celui d'Evelyn, grâce aux empreintes relevées sur les 2 scènes de crime. Et elles s'avèrent appartenir à la même personne. Par la même occasion, on en profite pour entrer ces mêmes empreintes dans le fichier de la police, histoire de voir si avec un peu de chance, le meurtrier n'aurait pas déjà fait l'objet d'une arrestation. Et c'est justement le cas. Entre ses infractions au code de la route et ses comportements perturbants, Richard Chase n'est pas un inconnu de la justice. Son nom ressort ainsi en toutes lettres lorsqu'on recherche une correspondance avec celui qu'on surnomme désormais le vampire de Sacramento. Il est enfin identifié, mais aussi désorganisé soit-il, ça signifie pas pour autant qu'il sera facile à appréhender. C'est même exactement le contraire, car le fait qu'il soit imprévisible le rend justement difficile à débusquer. Par chance, une adresse est associée à son dossier. Aux dernières nouvelles, il résiderait encore au numéro 12 du complexe de Watt Avenue. Le FBI n'a pas la certitude que cette information soit encore d'actualité. Mais de toute façon, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'aller immédiatement vérifier par eux-mêmes. Tout en sachant qu'il y a de fortes probabilités que leurs suspects vivent effectivement dans le secteur où les meurtres ont été commis. Seulement, c'est pas Richard qui leur ouvre lorsqu'ils arrivent au numéro indiqué dans les fichiers, mais un certain Gerald Beringer. L'homme qui ne vit ici que depuis 2 semaines déclare d'un air surpris qu'il ne connaît ni n'a jamais rencontré ce jeune homme à l'allure négligée. Les enquêteurs repartent complètement dépités. Ils savent pertinemment qu'un tueur en série ne s'arrête jamais de lui-même. Et donc il repassera à l'acte s'ils ne parviennent pas à lui mettre la main dessus à temps. Pourtant, l'homme que tout le monde recherche n'a jamais été aussi près. En fait, il habite juste 3 portes plus loin, au numéro 15. Il leur passe donc littéralement sous le nez. C'est le détective Bill Roberts qui fait cette découverte quelques jours plus tard, lorsqu'il ressort toutes les archives dans lesquelles le nom du suspect apparaît. Sa dernière arrestation date d'environ 1 an, au lac Pyramide. Et juste après celle-ci, Roberts découvre que le suspect a déménagé. Il n'est pas parti très loin puisqu'il est resté dans le même complexe d'appartements,
Mais il a quitté le numéro 12 pour s'installer au 15, tout simplement. Les forces de l'ordre se précipitent à la nouvelle adresse sans attendre le mandat de perquisition. S'ils sautent aussi vite dans leur véhicule, c'est d'abord parce que la monstruosité du personnage et l'horreur de ses crimes ne laissent pas de place à l'hésitation. Mais aussi parce qu'ils sont à la recherche du petit David, qui ne fait pas encore partie de la liste des victimes. Pour les enquêteurs, il reste encore un espoir que le bébé ait simplement été enlevé et qu'il soit retrouvé avant qu'il ne soit trop tard. Dans le même temps, ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas l'autorisation d'entrer dans l'appartement sans le consentement de Richard. Et devinez quoi ? Ce dernier n'a pas très envie de leur ouvrir la porte. L'un des agents s'est même rendu dans l'appartement mitoyen pour tenter d'entendre du bruit à l'intérieur du logement. Et il a effectivement entendu quelqu'un s'agiter derrière le mur. Leur suspect joue de la sourde oreille ? Très bien. Ils vont jouer selon ces règles. 2 enquêteurs continuent à tambouriner un peu à la porte pour donner le change. Puis ils feignent un départ, en déclarant à voix haute à quel point ils sont déçus de ne trouver personne. Tu vois le type qui tape fort des pieds dans les escaliers pour faire croire qu'il est en train de les descendre alors qu'il est toujours sur la première marche ? Eh ben on est exactement dans le même genre de scène. Sauf que dans ce cas-là, les 2 hommes se cachent en attendant que Richard Chase sorte de lui-même. Il patiente pendant quelques heures comme ça, les muscles tétanisés, mais la détermination chevillée au corps. Et soudain, la porte tourne. Richard apparaît, un carton de chez McDonald's entre les mains. Quand il comprend qu'il a été piégé, il tente de fuir en jetant la boîte sur les agents. Ce truc toxique n'empêche pas les 2 hommes de prendre le dessus et le plaquer au sol pour lui passer les menottes. On retrouve un portefeuille appartenant à Danny Meredith au fond de sa poche, dans lequel se trouvent des photos d'Evelyn et Jason Mirotte, ce qui le place dans une situation plutôt compliquée avant même qu'il ne soit entendu. Mais le pire, c'est ce que contient la boîte de fast-food. Une paire de gants ensanglantés, des chiffons, plusieurs balles de calibre 22, l'épingle qui maintenait la couche du petit David, ainsi qu'une enveloppe scellée contenant de la matière cérébrale du bébé. Il n'y a plus de doute, l'homme à qui on vient d'enfiler les menottes est bien le vampire de Sacramento. Enfin, quand je dis plus de doute, le principal intéressé croit apparemment qu'il en existe encore, puisqu'il ne cesse de répéter qu'il n'a rien fait d'autre que de tuer quelques chiens dans son appartement. Et si c'est juste quelques chiens, alors ça va, pas de quoi dramatiser. C'est peut-être ce que le FBI aurait pu se dire à l'époque, et d'ailleurs heureusement qu'on a bien évolué sur le sujet depuis. Mais toujours est-il qu'on est loin de trouver seulement des poils et des cadavres d'animaux dans l'appartement de Richard Chase. Déjà, il faut dire que le logement est ce qui s'apparente le plus à l'enfer sur Terre. Une odeur âcre et piquante de décomposition imprègne chaque centimètre carré de l'endroit dont pas un mur, pas un objet n'est pas couvert ou taché de sang. En plus des excréments présents en quantité, d'épaisses flaques rouges jonchent le sol de la chambre, de la salle de bain et du salon. Même la miche de pain entamée et abandonnée sur le canapé est maculée. Dans la cuisine, un mixeur dégage une odeur si nauséabonde que personne n'arrive à s'en approcher. Et dans le frigo gisent certaines parties des corps d'Evelyn, David et Teresa emballés dans de l'aluminium. Il y a aussi des bouts d'os qui traînent à différents endroits, des balles de calibre 22, ainsi que plusieurs armes blanches, telles qu'une machette et une petite hache dont les lames sont évidemment recouvertes de couches de sang coagulé. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on trouve des poignées de cheveux dans des petits sachets rangés dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain, ainsi que sur un savon. Et tout ça, c'est sans parler du nombre cauchemardesque d'organes qui s'amoncellent dans le congélateur. La visite du musée des horreurs se poursuit avec l'examen d'une pile de journaux et de documents soigneusement conservés par Richard Chase. Parmi ces papiers, il y a bien sûr les articles concernant les meurtres dont il s'est sans aucun doute rendu coupable, mais aussi des annonces de dons de chiots, entourées au marqueur, des pages entières d'anatomie humaine arrachées dans des livres, et des articles sur le totalitarisme, le Far West, les médiums et les ovnis. Dans un cahier, le FBI tombe aussi sur quelques annotations qui laissent entrevoir toute la mesure de la psychose dont Chase est atteint. Entre plusieurs dessins de croix gammées, il a écrit « Je m'appelle Richard Chase. Je suis un ordinateur 0100. J'ai été envoyé ici l'année 10 000. Mais bon, malgré tout ça, celui-ci continue de nier de toutes ses forces avoir fait quoi que ce soit de répréhensible. Il tourne en boucle sur le fait d'avoir seulement abattu des chiens. Et quand on lui demande à quoi correspondent tous les restes humains retrouvés un peu partout, il prétend qu'il n'est pas dérangé au point de se livrer au cannibalisme. Même si, toujours d'après lui, les nazis avaient l'habitude de consommer de la chair humaine, sans que ça dérange qui que ce soit. Et d'ailleurs, toute cette histoire n'est qu'un malentendu. S'il est en garde à vue, c'est parce que les Italiens lui ont tendu un piège. Quels Italiens et quel piège, on le saura jamais.
Par contre, ce dont personne ne doute plus, c'est qu'il est bien l'un des tueurs en série les plus atroces de toute l'histoire criminelle. Du coup, on pourrait se dire que les avocats vont pas se bousculer au portillon. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Richard Chase devient le client de l'un des meilleurs spécialistes du pays. Et bah oui, ce genre de détraqué, ça fait de la pub. En attendant son procès et sa condamnation, il est envoyé à la prison du comté de Sacramento et aussitôt placé à l'isolement pour sa propre sécurité. Là-bas, il voit plusieurs médecins chargés d'évaluer son état, grâce à des questions simples. Mais quand on tente de lui parler, Richard répond qu'il pense à un Boeing 747 qui explose, à la mafia italienne qu'il poursuit, aux ovnis, ou au fait qu'il croit être une cible des nazis. Et ça, c'est franchement pas bon pour les enquêteurs qui sont toujours à la recherche de David Ferreira. Et oui, car l'enfant est encore le seul dont on ne parvient pas à retrouver le corps malgré les semaines qui passent. Et si Richard ne réussit pas à sortir de ses délires paranoïaques pour leur indiquer ce qu'il a fait du cadavre, ça complique forcément l'affaire. La seule information qu'ils réussissent à obtenir vient d'un compagnon de cellule du tueur en série, à qui il aurait avoué avoir bu le sang du bébé avant de jeter le corps à la poubelle. Pourtant, toutes les bennes à ordures de la ville ont déjà été fouillées 2 fois, sans succès. Finalement, ce n'est que bien plus tard que la dépouille de cette dernière victime sera retrouvée par le concierge de l'église, près de laquelle il avait été abandonné. Le procès de Richard Chase débute donc au mois de janvier 1979. Au bout de 4 mois, durant lesquels la défense et l'accusation ont débattu au sujet de la santé mentale de l'accusé, le juge finit par déclarer qu'il était tout à fait conscient de ses actes. Vu le nombre incalculable d'éléments à charge, il n'y a pas grand-chose à espérer du côté de la défense qui se fait littéralement atomiser. Il ne faut que 5 heures au jury pour déclarer le vampire de Sacramento coupable des meurtres au premier degré d'Ambrose Griffin, Teresa Wallin, Evelyn Mirot, Daniel Meredith, Jason Mirot et du petit David Ferreira. Dans la foulée, il est condamné à la peine capitale, mais ne verra jamais sa sentence appliquée. Moins d'1 an plus tard, Richard Chase choisit de sauter la vie en avalant une forte dose d'antidépresseurs qu'il accumulait discrètement en vue de cet acte ultime, ce qui prive à tout jamais les familles des victimes d'une certaine forme de justice. Richard Chase est l'un des tueurs en série les plus marquants de l'histoire criminelle américaine. Et malgré le temps qui passe, Sacramento ne parviendra sûrement jamais à se débarrasser du vampire qui lui colle à la peau. Bon, clairement, niveau barge, on a tapé fort avec cette histoire. Pourtant, on en a eu un tout aussi dangereux en France. Je parle de l'affaire Émile Louis, que je t'ai raconté ici même. Merci à Fricage d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oublie pas le lien en description pour gagner de l'argent en jouant à des jeux mobiles. On est arrivé au bout de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner rapidement, c'est vite fait. Et je te dis à très vite. Bye.